Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo et on va parler sténose de la veine jugulaire interne et syndrome d'Eagle. Alors c'est pour faire suite à cette vidéo là. Alors on va juste la remettre. Sachant que je mets ma main à couper. Et tu as déjà Alors, je certains vais la remettre juste au début parce qu'on a raté toute la partie qui fait peur. 6 ans, j'ai failli mourir à cause de ma posture. Et si tu ne fais pas attention, tu pourrais bel et bien être toi aussi en danger. Sachant que je mets Donc là en ma fait main il est en à train couper. de... Lui donc il a eu un problème de santé, il a eu une sténose de la veine jugulaire interne et donc effectivement dans certains cas la posture ça peut recréer les symptômes. Bon, après on n'a pas tout l'historique complet donc le but c'est pas de parler de lui, mais en gros il a fait des vidéos pour expliquer que fallait faire hyper attention à sa posture, que fallait toujours garder le cou droit, nanani nanana et tout ça. J'ai débunké une première partie dans une vidéo précédente, la partie posture, on va dire, et douleur liée à l'usage du téléphone. Et vu que je connaissais pas vraiment la sténose de la veine jugulaire, bah, je me suis dit, je vais faire une vidéo dessus. Moi, ça m'intéresse, peut-être que ça intéressera certains parmi vous. Donc, en gros, cette vidéo, elle fait suite à un post que j'avais fait sur Instagram. Donc, ça, c'est mon Insta, Mika Clément. C'était ce post-là, mais je l'ai fait vraiment, bon, c'est sur Instagram quoi, j'avais pas non plus 1000 ans pour en parler. Donc là, je vais faire une version un peu plus longue, ok? Donc ça, on va fermer, ça sert plus à rien. Et donc, sténose de la veine jugulaire interne et syndrome d'Eagle. Alors pourquoi le syndrome d'Eagle? Parce qu'en fait, il y a plusieurs causes de sténose de la veine jugulaire. Le syndrome d'Eagle, en fait, il y a une compression mécanique, en fait, qui peut être plus présente en fonction des mouvements ou de la position du cou, ok? Donc c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Il y a moins de diapos que dans les vidéos précédentes, il y en a, je crois, 14, il me semble. Donc je pense que la vidéo elle sera un peu plus courte que les deux dernières, je dirais peut-être entre 20 et 30 minutes, on va dire. Je fais une petite estimation comme ça, on va voir si je suis bon. Un peu d'anatomie pour commencer, il faut savoir ce que c'est la veine jugulaire, hein. Donc en gros là on a le système veineux, là on a le système artériel. Alors le syndrome d'Eagle, il peut toucher les veines, les artères et les nerfs, un peu comme le TOS, donc le thoracic outlet syndrome ou le syndrome de la traversée thoraco-brachiale. Mais nous on va s'intéresser que là à la sténose de la veine jugulaire interne parce que c'est ce dont il parle dans sa vidéo et puis au bout d'un moment je peux pas tout faire d'un coup. Donc en fait c'est cette veine là, donc là ici ça c'est la veine vertébrale, ça c'est la veine jugulaire externe et nous la interne c'est celle-là. Au niveau anatomique en fait elle est divisée en trois segments, J3, J2, J1. J3 c'est vraiment le plus vulnérable, c'est là où on retrouve le plus de cas de compression. J2 c'est le deuxième endroit où on retrouve le plus de compression et après J1. Mais c'est vraiment sur J3 qu'on retrouve le plus de problèmes, ok? Donc la physiopathologie, donc là pareil, il faut connaître un petit peu l'anatomie du cou. Donc là, déjà, je pense que si vous n'êtes pas professionnel de santé, kiné, ostéo, je pense que vous êtes déjà plus sur la vidéo de toute manière. Si vous êtes un patient, je voulais juste faire un petit truc, parce que j'ai vu dans les commentaires de la vidéo de la personne qu'il y avait pas mal de gens qui disaient qu'ils avaient les mêmes symptômes, qui voulaient savoir comment faire, nanana. Cette vidéo, elle a pas pour but de vous dire c'est ça que vous avez ou quoi, hein. Là, je m'adresse vraiment aux professionnels de santé et je leur explique ça avec les connaissances que j'ai eues en lisant ce que j'ai trouvé dans la littérature scientifique. Mais pareil, c'est pas mon domaine de prédiction. Moi, je fais vraiment du musculo-squelettique, le vasculaire. Quand on est kiné, c'est pas, voilà, faut être sensibilisé. Mais clairement, il y a des personnes beaucoup plus qu'avec moi qui pourront vous en parler. Donc le syndrome d'Eagle, il a été décrit pour la première fois par un Américain en 1937. Voilà, donc ça fait un moment maintenant. Donc en gros, ce qu'il faut comprendre de ça, c'est que en fait, un processus styloïde qui est allongé ou difforme, peu importe, alors le processus styloïde, c'est cet os-là. Ok? Donc s'il est plus allongé, par exemple, ça peut produire un conflit mécanique avec les structures vasculaires et neurales qui vont passer au niveau du cou, hein. Là, on voit qu'on a du vasculaire. Là, tout ce qui est nerf, on le voit pas, mais j'ai des photos plus loin pour vous le montrer. Et en fait, ça va provoquer des conflits mécaniques, donc avec l'artère carotide, la veine jugulaire, les nerfs, notamment les nerfs crâniens. Et ça va entraîner divers signes et symptômes vasculaires et ou neurologiques et qui ont été décrits comme le syndrome d'Eagle. Comme pour le syndrome du canal carpien, déjà il y a le mot syndrome, vous savez que ça va ça va être un peu dans tous les sens en termes de symptômes et de signes, ok? La compression, elle a lieu entre quoi et quoi? En général, elle a lieu entre le processus styloïde qui est ici et la vertèbre C1, donc soit les processus latéraux au niveau de C1, soit l'arc au niveau de C1, voilà.
La compression, elle peut être bilatérale, elle peut être unilatérale, et pareil, hein, même on verra après, c'est pas parce que il y a des signes de compression qu'il y a forcément des symptômes. Voilà, ça on verra tout ça après. Là, je vous ai mis d'autres. Donc en gros, il peut y avoir par exemple une calcification du ligament stylo-hyoïdien. Donc si ça s'ossifie ici, on peut avoir une compression par le ventre postérieur du muscle digastrique. On peut avoir le muscle myoïdien pareil, la petite corne de l'osioïde et un osioïde hypertrophique. Ça, je vous l'ai mis en petit ici parce que ce qu'on retrouve, c'est parce qu'en gros, en lisant des articles, des fois, il y a un article qui parle que de ça. Par exemple, hop, celui-là, il parle de l'osioïde hypertrophique. Voilà, ça, c'est une cause dans un article. J'ai un peu tout compilé. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que c'est souvent entre le processus styloïde et la vertèbre C1. C'est ça, c'est là qu'on va retrouver le plus, c'est là qu'on va, c'est ces facteurs-là qui ont été identifiés comme donnant le plus de compression. Ok. Donc voilà pour la physiopathologie en rapide, mais on va continuer un petit peu. En fait, les patients en général qui sont atteints de compression par le processus styloïde de la veine jugulaire, en général, ils ont un processus styloïde qui est plus long et une distance plus courte entre. Alors là, oui, c'est apophyse, mais parce qu'en anglais, ils utilisent apophyse, j'ai mal traduit, c'est processus. Hein. C'est processus. Apophyse, en anatomie, c'était l'ancienne nomenclature, hein, mais ça, vous savez. Entre le processus styloïde et le tubercule latéral de C1. Hein. Donc, tubercule latéral de C1, processus styloïde, ils avaient moins de distance par rapport au groupe contrôle. Ok, parce que dans cette étude-là, ce qui est bien, c'est qu'on avait un groupe contrôle. Et en fait, la flexion du cou, elle peut entraîner une plus grande compression de la veine jugulaire lorsque le processus styloïde il va se déplacer vers l'arrière en direction du tubercule latéral de C1. Donc en fait, forcément, si on fait une flexion de la tête, le processus styloïde il va venir vers l'arrière et du coup venir comprimer les structures qui sont ici. Et pareil, j'ai une vidéo tout à l'heure. Ça, vous verrez très bien. Donc là, en fait, on voit, donc là, c'est le groupe avec des sténoses, là, c'est le groupe contrôle, et on voit la longueur du processus styloïde qui est plus importante ici que là, et la distance entre le processus styloïde et... et donc, process, je sais pas pourquoi j'ai traduit apophyse, je sais pas. J'ai parlé en ancienne nomenclature, quoi, comme un vieux. Donc styloïde process, donc en gros la distance plus courte entre le processus styloïde et le tubercule de C1, ok. Donc voilà, on voit que là c'est la distance, elle est plus petite ici que ici. Bon après il n'y avait pas non plus 25 000 personnes dans l'étude, mais ça donne une idée. Et il existe une hypothèse aussi qui propose que la position du processus styloïde par rapport au tubercule latéral de C1, ça pourrait être plus important en soi que la longueur du processus styloïde en lui-même. Mais ça, on le verra, on verra après. Effectivement, en fonction de l'orientation, on peut avoir... en fait, en fonction de l'orientation du processus styloïde, il peut, on va dire, gêner différentes structures. Cela, on a surtout vu quand on bouge, ça va se diriger vers l'arrière. Mais en fait, il peut être plus ou moins vertical et il peut être plus ou moins aussi incliné dans un plan frontal. Ok. Donc, les anomalies du complexe stylo-hyoïdien, ils ont été identifiées pour la première fois chez les animaux par Vesal en 1543, donc ça fait longtemps qu'on connaît. Et la première description chez l'homme, c'est Marchetti en 1656. Et après, donc, on a eu Eagle qui lui a vraiment donné son nom au syndrome d'Eagle. Mais on avait déjà remarqué des processus styloïdes allongés avant. Et voilà, là on voit la taille grosso modo normale entre guillemets. Et là on voit que bah, effectivement c'est beaucoup plus long. Il y a même une photo mais je vous l'ai pas mise, c'est une patiente, c'est un patient, je sais plus. C'était un patient, et en fait on voyait carrément le processus styloïde pointer au travers de la peau, sous la mâchoire ici. Donc en fait il y avait une petite bosse ici, c'était son processus styloïde qui avait poussé et qui tendait la peau. Voilà, on le voyait de l'extérieur, quoi. Alors qu'est-ce qui fait que le processus styloïde il va s'allonger? Bah, en fait, on a des hypothèses. Après, donc, on a cette personne-là qui, elle, parle en fait qui a expliqué 3 causes possibles, notamment des choses en rapport avec le cartilage de Richert, des calcifications du ligament stylo-mandibulaire et tout un tas de choses comme ça.
On a Steinman qui a parlé, lui, de choses liées plutôt au traumatisme, et on a Camarda qui parle, lui, du vieillissement et de l'inflammation qui pourrait provoquer, du coup, cet allongement du processus styloïde. Quelle est la personne qui a le plus raison? J'en sais rien, peut-être qu'ils ont un peu tous raison. Là, je vous ai mis les hypothèses. Je vais dire beaucoup, je sais pas. Dans la vidéo, je vous le dis tout de suite. Parce que faut savoir que c'est quand même dans la littérature scientifique, si les études, enfin, on sent qu'il y a une augmentation de l'intérêt pour ce genre de pathologie, mais c'est quand même, c'est pas quand même la pathologie la plus étudiée, hein. Un peu d'épidémiologie, donc ce qu'il faut retenir là, donc après je vais vous donner des chiffres, mais c'est que l'allongement du processus styloïde, il ne signifie pas forcément syndrome d'Eagle, ok? C'est toujours la même chose, il y a des anomalies entre guillemets anatomiques, mais il n'y a pas forcément de symptômes derrière, ok? Donc après là, voilà, c'est son étude, une étude donne son truc. Donc par exemple, certaines études ont considéré anormale une longueur du processus styloïde supérieur à 2,5 cm. D'autres études ont défini une longueur supérieure à 4 cm comme anormale, car elle était plus corrélée à de la douleur. Ok, c'est-à-dire qu'avant 4 cm, il y avait peut-être moins de douleur. L'incidence d'une longueur anormale du processus, alors oui, du coup, j'ai mis styloïde, mais en fait, du coup, c'est du processus styloïde toujours, varie entre 4% et 7,3%. L'incidence de la douleur associée à ces anomalies est de 4 à 10%, alors que les anomalies du complexe styloïdien sont souvent bilatérales. La douleur est généralement unilatérale, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, c'est pas parce que y a une anomalie, entre guillemets, que forcément il va en résulter des symptômes. Ça, c'est toujours la même chose. C'est comme quand vous regardez les personnes qui ont un syndrome de la traversée thoraco-brachiale, avec pourquoi pas qui ont une côte surnuméraire, bah pareil, ils n'ont pas forcément les symptômes dès leur naissance ou très jeune à l'âge adulte, ça peut venir un peu après. Pourquoi après ça se déclenche? Ça, c'est d'autres questions. Mais voilà, c'est toujours pareil, anomalie n'est pas égale à symptômes, ok? Et l'incidence du syndrome d'Eagle, donc c'est très controversé, comme je vous dis, en plus on n'a pas énormément de données dessus, mais donc Eagle, il a estimé l'incidence de l'allongement du processus styloïde dans la population générale à 4%, et dont seulement 4% présentent des symptômes. Ok, donc c'est pas énorme, mais comme je vous dis, ça à prendre avec des pincettes parce qu'on n'a pas non plus des données hyper fiables sur le sujet. Bah là, on a d'autres. Voilà, là, on a encore le processus styloïde, et là, on voit donc l'artère carotide commune. Ensuite, on a là, c'est l'artère carotide externe. Là, on a la veine jugulaire interne, et là, on a les paires de nerfs crâniennes. Ok? Les paires de nerfs crâniens. Voilà, donc là, on a le nerf vague, nerf accessoire. Là, c'est l'hypoglosse. Là, c'est le glossopharyngé. Ok, donc tous les nerfs comme ça. De toute façon, on les révisera un petit peu tout à l'heure, ok? Donc on va poursuivre avec quelques chiffres. Donc dans une étude clinique, on avait un allongement du processus styloïde chez 28% des patients qui a été observé, tandis que dans une autre, on avait une incidence à 18,2%, donc moins, dont 93% présentaient un allongement bilatéral. Voilà. Cependant, seul un nombre relativement faible de patients, donc c'était 8 sur les 1771, présentaient des symptômes liés au syndrome d'Eagle, dont la plupart étaient unilatéraux. Donc on revient toujours à la même chose, on peut avoir un allongement bilatéral, ça ne veut pas dire forcément qu'on aura des symptômes, et si on a des symptômes, ça ne veut pas forcément dire qu'ils seront bilatéraux, ils peuvent être unilatéraux. L'allongement du processus styloïde, il semble également être légèrement plus fréquent chez les femmes, et elles sont plus susceptibles d'être symptomatiques que les hommes. Il faut savoir aussi qu'il y a peu de corrélation entre la gravité des symptômes et la gravité de l'ossification au niveau du processus styloïde. Chez les jeunes, donc même si l'ossification elle se produit chez des individus de moins de 31 ans, il y en a très peu qui deviennent symptomatiques, seulement entre 1 et 5%. Et en fait, ceux qui présentent des symptômes sont des patients en général un peu plus vieux, qui ont plutôt autour de 40 ans. Et là, on remarque toujours aussi que l'allongement du processus styloïde, il est plus fréquent chez les patients âgés. Donc c'est ce qu'on a vu, une des personnes juste avant dans ces hypothèses, elle disait voilà, que le vieillissement et l'inflammation, ça pouvait jouer. Voilà, ça peut peut-être expliquer qu'on retrouve ça, qu'on retrouve ce processus plus allongé chez les personnes âgées. Et ensuite, on va voir la direction et l'angulation du processus qui peuvent être responsables de l'irritation d'un certain nombre de structures anatomiques. Donc si on a une déviation
latérale, ça peut amener l'extrémité à mettre des contraintes sur l'artère carotide externe au niveau de sa bifurcation entre les artères maxillaires et temporales superficielles. Ok. Donc, si on a une déviation latérale, hein, donc en gros le processus ostéoïde est comme ça, latéral ça va être vers l'extérieur. Une déviation postérieure, ça peut venir pincer, ou en tout cas venir provoquer une compression, une irritation mécanique sur les 4 derniers nerfs crâniens, sur l'artère carotide interne et la veine jugulaire interne. Si on a une déviation médiale, ça sera d'autres structures. Si on a une angulation plutôt antérieure, ça sera d'autres structures. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, en fonction de l'orientation du processus styloïde, on aura des symptômes différents. Juste pour revenir aussi sur les cas de thrombose, pour parler de manière générale, la thrombose de la veine jugulaire interne, elle représente 1,5% des thromboses veineuses profondes du corps. Donc c'est pas beaucoup. Il y a beaucoup de thromboses, notamment qui ont lieu au niveau des membres inférieurs. Mais 45% des thromboses veineuses des membres supérieurs. Et après, toujours pareil, il y a plusieurs causes de thrombose veineuse. Elles sont pas forcément dues à un syndrome d'Eagle. Ok. Les symptômes. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, vu qu'on parle de syndrome, ça va aller un petit peu dans tous les sens. Donc on va avoir les douleurs crânio-faciales, qui peuvent être diagnostiquées à tort comme des migraines ou des troubles de l'articulation temporomandibulaire. Et ça c'est assez intéressant parce que les troubles de l'articulation temporomandibulaire, ça revient souvent. En fait, il y a cette étude-là qui en parle. Il y en a une ici, temporomandibulaire, et il y en a une ici aussi. Donc ça c'est quelque chose qui revient souvent. Donc est-ce qu'il faut faire plus attention avec les patients qui ont des douleurs temporomandibulaires? Peut-être, je sais pas, mais en tout cas, voilà, c'est ça je vous le dis. On peut avoir de l'hypertension intracrânienne, des douleurs pharyngées, des paresthésies, difficultés à avaler, insomnie, acouphènes, déficience auditive, déficience visuelle, déclin de la mémoire, anxiété, névralgie, sensation de corps étranger, hypopharyngée, odynophagie, dysphagie, on peut avoir tout un tas de choses comme ça. Mais en raison du nombre limité de cas rapportés et dans la littérature, en fait, on n'a pas vraiment de définition ou de classification claire et disponible à l'heure actuelle, ok? Juste ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des choses, par exemple les paresthésies, les déficiences auditives, visuelles ou ces choses-là, ça peut être détecté si vous faites un bilan neuro des paires crâniennes. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que au même titre que quand vous recevez un patient qui a des douleurs dans les jambes ou quelque part, de toute manière, moi je vous recommande de faire un bilan neurologique. Et mais pareil, vous pouvez faire voir si au niveau des nerfs crâniens, tout est bon. Parce que peut-être que vous pourrez retrouver des déficiences auditives, visuelles, pourquoi pas des paresthésies au niveau de la face. Et donc ça, il va falloir faire un bilan neuro pour le voir. Il semblerait qu'une partie des symptômes soit due à l'altération de la circulation du LCR à cause du mauvais drainage de la fatigue. Bon, ça je vous le mets pour information, il semblerait, c'est de la culture G. Le délai médian entre l'apparition des symptômes et la confirmation du diagnostic était de 3 ans. Donc 3 ans, c'est vrai que c'est assez long, surtout que ça a l'air quand même d'être un peu... ça a l'air d'être quand même handicapant au quotidien comme pathologie. Voilà, après par exemple, pour la spondylarthrite axiale, on est sur des délais plus longs en fonction des études, ça peut être entre 7 et 11 ans. Donc voilà, ça reste long quand même, et peut-être que si on était mieux formé à ce genre de choses, voilà. Alors, kiné, je sais pas, après je vous ai mis quelques cas cliniques après pour que vous ayez des idées de tableau, et je vous ai mis des études, j'ai pas tout décrit parce que des cas cliniques vous en avez plein dans la littérature. Mais pour parler avec des ostéos, peut-être que les ostéos, il y a vraiment un intérêt à être formé à ça, parce que vous, j'ai l'impression que vous recevez vraiment tout et n'importe quoi dans vos cabinets, hein. Franchement, pour parler avec certains, il y a un mec qui tombe d'un train en marche à 400 km/h, il va aller chez l'ostéo en premier avant d'aller chez le médecin ou avant d'aller aux urgences. Donc peut-être vous, vous conseille peut-être qu'elle peut vous aider cette vidéo. Et on avait dans une étude, donc c'était... En fait, vu que c'est des symptômes, j'ai mis toutes les études qui parlaient de symptômes, et je les ai un peu foutues toutes comme ça, mais je crois que c'est celle-là. C'est celle-là où en gros, un des symptômes qui était relativement révélateur par rapport au groupe contrôle... Attendez, c'est simple, c'était... Ouais, c'était celle-là. C'était la même étude que celle-là. Donc hop.
Ouais, donc c'est celle-là, moi j'avais raison. Donc c'est celle-là. Et en fait, un des symptômes qui sera révélateur, c'est des céphalées positionnelles associées à la flexion du cou. Et en gros, ça, pareil, a priori, chez les personnes qui ont une compression de la veine jugulaire interne à cause du processus styloïde, ça serait un signe révélateur. Et du coup, si on repense à la vidéo de la personne qu'on a vue au début sur son compte Instagram, bah, vous voyez, lui, il est toujours en position d'extension ici. Et, euh, et en fait, bah, parce que peut-être qu'il a des céphalées. Enfin, bon, a priori, c'est pour éviter la compression, mais peut-être que dans la position comme ça, il avait des céphalées ou d'autres symptômes qui étaient reproduits. Mais voilà, les céphalées, a priori, c'est un symptôme révélateur. Juste pour revenir sur cette histoire de posture, il n'y a pas de bonne posture, hein, parce que peut-être que tout le monde n'aura pas vu la vidéo avant. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise posture, on peut pas donner des conseils généraux de posture comme ça. Et dire aux gens de garder tout le temps la tête droite, c'est pas bon non plus. Il va y avoir de la dénotion de peur évitement, chez certains ça va entraîner de la kinésiophobie, on va plus vouloir du tout bouger. Et il y a des pathologies où la flexion ça fait du bien. Par exemple une myélopathie cervicale, en extension vous allez tout comprimer à l'arrière, par contre en flexion vous allez ouvrir, les patients vous allez peut-être les améliorer. Donc ça dépend toujours de la pathologie, on peut pas donner des trucs aussi catégoriques que ça. De toute manière, tout dépend du contexte du patient et de sa pathologie. Ok. Mais en tout cas, ce qu'on retient d'ici, c'est le symptôme révélateur, la céphalée positionnelle en position de flexion du cou. Ok. Quelques conseils sur l'évaluation des paires de nerfs crâniens. Donc là, je vous ai remis les 12. Là, je vous ai mis une étude pour faire ça. Donc, les 12 paires, vous les connaissez. Alors, je vais juste les dire à l'oral parce que je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui écoutent mes vidéos en voiture. Donc, vu que la personne ne peut pas regarder, je vais les dire à voix haute, comme ça lui fera une révision. Donc en gros, la paire numéro 1, c'est néro-olfactif, ensuite c'est optique, ensuite c'est oculomoteur, trochléaire, trigéminal, abducens, facial, vestibulo-cochléaire, glossopharyngé, nerf vague, nerf accessoire, et le dernier, l'hypoglosse. Voilà, pour les 12. Et du coup, chacun se teste de manière différente, ok. Et pensez bien que... Alors, ça peut paraître logique quand vous faites un bilan neuro sur les bras, par exemple, vous allez comparer droite et gauche. Au niveau de la tête, a priori, on n'a qu'une seule tête, mais il faut quand même comparer droite et gauche, ok. Donc si vous testez, par exemple, si la personne elle sent bien, il faut d'abord qu'elle sente avec une narine, puis ensuite avec l'autre narine, ok. Si vous faites un test visuel, il faut tester un œil, puis l'autre, ok. Il faut, ils sont de chaque côté, hein, voilà. Donc on compare droite-gauche, mais sur la même tête, voilà. Là, qu'est-ce qu'on a? On a des exemples de tableaux cliniques. Alors là, je vous ai mis parce que en fait, c'est en français. Donc comme ça, voilà. Ce qu'il faut retenir, il y a plein de trucs dont on se fout un petit peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vous montrer qu'il y a des personnes qui, voilà, douleur latéro-cervicale bilatérale, surtout droite. Bon. Douleur, non, ça on s'en fiche, ça on s'en fiche. Douleur latéro-cervicale droite, s'exacerbant par les mouvements de la tête, non améliorée par les anti-inflammatoires, plus odinophagie, bon voilà. Mais en gros, si on s'arrête sur douleur latéro-cervicale droite, s'exacerbant par les mouvements de la tête, la personne qui va voir un médecin avec ça, si le médecin ne prend pas le temps d'examiner plus, ça c'est quelqu'un qui peut se retrouver dans votre cabinet, hein. Les ostéos, j'en parle pas, ça, bon, comme je vous ai dit, vous récupérez tout et n'importe quoi, j'ai l'impression. La douleur latéro-cervicale bilatérale, si on va pas chercher plus loin à l'examen clinique ou à l'anamnèse, ça peut se retrouver dans vos cabinets. Ouais, je dis ça, je dis rien. Si vous voulez d'autres cas cliniques, vous avez ça. Ça, je vous l'ai mis ici. Pourquoi je l'ai mis en bleu? Parce qu'en fait, c'est pas forcément considéré comme un syndrome d'Eagle, c'est juste qu'en fait, on peut avoir la carotide, artère carotide qui vient compresser la veine jugulaire. C'est comme dans le syndrome de May-Turner où on a l'artère iliaque qui vient compresser la veine iliaque. Bah, en fait, on peut avoir la même chose à ce niveau-là. Et là, on a encore un cas clinique. Donc, si vous voulez lire des cas cliniques pour savoir un petit peu à quoi ça ressemble, et en fait, il y a la douleur au niveau du cou, mais quand on lit les cas cliniques, c'est quand même chelou, quoi, hein. Franchement, c'est pas le mec qui vient juste, ou la femme qui vient juste avec un mal de cou, et il n'y a rien d'autre qui vous pose. Si vous faites une anamnèse sérieuse, ils vont vous dire des trucs qui sont chelous, hein, les patients quand même, hein.
Et là, vous voyez, douleurs pharyngées, des choses comme ça. À chaque fois, il y a d'autres symptômes qui sont associés, que ce soit visuel, auditif, que ce soit lié à la déglutition. Voilà, il y a tout un tas de choses comme ça. On a vu les paresthésies, pourquoi pas. Donc, voilà. Donc ça, c'était pour les exemples de tableaux cliniques. Et là, vous en avez plein, hein, donc je vous invite à aller les lire si vous voulez vous renseigner un petit peu dessus. Et donc c'est une pathologie influencée par la position de la tête et les mouvements du cou. Et là, la personne qui faisait sa vidéo sur Instagram, effectivement, elle avait raison sur juste ça. Elle avait juste tort de proposer, de dire qu'il fallait que tout le monde fasse ça à toute son audience. Lui, son problème, c'était ça. Et encore, moi je sais pas ce que c'est vraiment son problème. Je suppose que c'est ça en fait. J'ai pas plus d'informations que ça. Il a pas dit j'ai un syndrome d'Eagle, il dit qu'il a une sténose. Moi je traduis que c'est dû au syndrome d'Eagle parce que vu qu'il parle de posture, c'est une où je sais que la position de la tête et les mouvements de la tête vont avoir un rôle à jouer, c'est tout. Donc cette pathologie, donc là j'ai mis que ça pouvait, enfin qui peut aussi concerner la carotide, mais nous on s'intéresse juste à la veine, semble être extrêmement influencée par la position, donc ça peut être les rotations, les inclinaisons, flexion-extension, donc par la position et les mouvements de la tête et du cou, ok. Dans de nombreux cas, la compression de la veine jugulaire par le processus styloïde semble être présente qu'avec certains mouvements de la tête, notamment, pourquoi pas, la position de flexion et la rotation, on verra juste après. C'est pourquoi dans la littérature récente, de nombreux auteurs ont suggéré de considérer le syndrome d'Eagle comme une pathologie dynamique positionnelle plutôt que statique. Et ça va avoir un rôle à jouer quand on va vouloir passer des imageries, ok. Et ça, de toute manière, c'est une base. C'est que quand vous avez un patient qui vient avec des problèmes, pourquoi pas vasculaires, ou des problèmes neurologiques, il va falloir redéclencher. En fait, en gros, la position ou certaines choses va faire qu'il va y avoir les symptômes ou pas. Exemple, si vous avez un patient qui vient avec un canal lombaire étroit, par exemple, si vous faites un bilan neuro alors que ça fait 45 minutes qu'il est assis, peut-être que tout va ressortir négatif. Peut-être qu'il va falloir essayer de chercher un petit peu les symptômes. Voir est-ce que si on le fait marcher, sur du plat par exemple, pendant un moment, est-ce que ça déclenche les symptômes? Ah, on fait le bilan neuro maintenant. Ok, maintenant il s'assoit ou on lui fait faire des flexions, je refais le bilan neuro. Ah, est-ce que c'est machin? Donc voilà, être dans le dynamique, un petit peu savoir si ça varie ou pas. Ok, c'est pareil, si vous faites des tests, par exemple, je sais pas, si on prend un truc vasculaire, si on prend un syndrome d'éloge, si vous mesurez la pression chez les individus au repos, peut-être qu'il y a plus de risques que ce soit négatif que si vous les prenez après l'activité qui redéclenche les symptômes. Donc il faut provoquer. Après, c'est comme du musculo-squelettique, hein. Quand il y a quelqu'un qui a mal à l'épaule et qui va vous voir au cabinet, il y a une des choses que vous faites, c'est le mec, quand il vient, il a pas mal, c'est d'essayer de reprovoquer sa douleur. Voilà. Mais après, du coup, bah, là, c'est de la douleur musculo-squelettique, des fois, ça peut être de la douleur neuro, des fois, ça peut être de la douleur vasculaire. Donc, c'est ce qui suggère l'importance d'effectuer une imagerie positionnelle de la région du cou avec une vision correcte de la relation entre le processus styloïde et les structures du cou dans tous les mouvements de la tête. Et donc, du coup, on teste dans différentes positions. Et donc la recherche, elle se concentre sur le développement de nouvelles approches diagnostiques grâce à l'utilisation de différents outils tels que l'échographie carotidienne, l'angiographie par résonance magnétique et le scanner des structures du cou. Et donc, et de les réaliser de manière dynamique, positionnelle, et d'après la littérature la plus récente, et quand je dis notre propre expérience, c'est la propre expérience des auteurs, ils sont convaincus qu'il y a une sous-estimation du syndrome d'Eagle qui est due à l'absence de méthode du positionnement correct. Ok, c'est comme toutes les personnes qui vont par exemple avoir une myélopathie cervicale, vous allez la redéclencher en clinique avec des mouvements du cou, en mettant dans des positions qui recréent ou quoi. Sauf que quand il va passer son examen, son IRM ou peu importe, il va être en position allongée sur le dos et que bah, en fait ça va être négatif parce qu'en fait ça va pas recréer, on sera pas dans la position qui redéclenche les symptômes. Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre que c'est dynamique et positionnel et que c'est important d'essayer de recréer les symptômes de votre patient. Ok? Quand c'est du neuro, quand c'est du vasculaire, mais parce que aussi vous le faites quand c'est du musculo-squelettique. Hein. Voilà, un mec qui a mal au genou, vous allez lui demander qu'est-ce qui fait mal, vous allez tester et faire des choses après. Truc tout con. La personne elle vient, je sais pas, elle a mal à l'épaule, donc vous faites, qu'est-ce qui vous fait mal? Bon bah je sais pas, par exemple elle fait, ah c'est quand je lève le bras. Ouais, là je lève, j'ai mal. Et vous vous dites bon ça c'est une épaule qu'on appelle on va dire faible et douloureuse. Vous faites un truc voilà.
on renforce là, on fait de l'activation de la coiffe, il lève son bras, ça va mieux, et voilà, donc du coup, il y a eu un mouvement qui était douloureux, vous avez testé un truc, ça va mieux. Bon, bah, c'est comme la myélopathie cervicale, vous le mettez en position, ah là, il y a des symptômes, vous le mettez dans une, ah là, il n'y a plus de symptômes, bon, bah, peut-être c'est une myélopathie cervicale. Ouais, vous voyez le raisonnement. Donc là, j'ai mis voir les vidéos parce que sinon, c'était sûr et certain que j'allais oublier. Donc, les vidéos, alors attention, c'est du grand art, hein, les vidéos, franchement, là, on a été gâtés. Donc là, on a le processus styloïde. Là, on a une vertèbre. Les mecs, ils se sont même pas cassés la tête à séparer les trucs. Bon, voilà, en gros, ce qu'on comprend, c'est qu'en flexion, ça vient comprimer ici. Ok. Là, c'est de l'artère, donc on regarde pas, ça ne nous concerne pas. Là, voilà, là, ça va être un petit peu. Donc, bon, bah, tout est noté, hein. C'est un process, c'est le processus de C1. Voilà, hop, ça vient compresser. Hypertension intracrânienne, ouais, avec un point d'interrogation. Pourquoi pas aussi la rotation, processus stylo, bah tout est noté, hein, franchement j'ai rien à dire là, hein. Rotation, je vais décrire, mais voilà, on a le processus, attendez, hop, on a le processus styloïde, là on a processus transverse de C1, bah quand on fait une rotation, ça peut venir compresser. Voilà. La suite, on en est où là? Hop. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Oui, oui, ça c'est ça. Oui, le drainage veineux, en fait, donc en position debout et en position allongée, le drainage veineux, il va pas se faire de la même manière. Donc, le drainage veineux prédominant du cerveau se fait par le plexus veineux vertébral plutôt que par la veine jugulaire interne. Ok, ça c'est en position debout. En revanche, les veines jugulaires constituent le drainage dominant chez le patient en position couchée. Et donc l'angiographie par tomodensitométrie de la tête droite peut être utile pour étudier l'hémodynamique physiologique et physiopathologique du système veineux accompagnant les changements posturaux. Voilà, c'est juste pour dire que en fonction de la position de la tête, le sang ne va pas être drainé pareil par les veines. Ok? Les conséquences sur le long terme, en fait, alors après, est-ce que c'est forcément du syndrome d'Eagle? Mais en fait, on a des études qui nous disent que si on a une insuffisance veineuse céphalo-rachidienne chronique, ça pourrait mener à des pathologies du type Parkinson et tout ce que je vous ai mis là. Donc ça pourrait avoir des conséquences sur le long terme, ok? Mais après, c'est pas forcément. Mais voilà, donc dans les études sur le syndrome d'Eagle, ils en parlent. Voilà, et ça revient souvent. Il y a quelques études qui sont citées, qui nous expliquent voilà, que cette insuffisance veineuse céphalo-rachidienne chronique, ça peut mener à des pathologies sur le long terme. Là, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout sur le long terme, mais c'était juste pour vous dire que là, on avait un cas clinique. J'aurais peut-être pas dû le mettre là d'ailleurs. J'aurais dû le mettre avec les autres cas cliniques. Là, c'est une personne. Un jeune, c'est entre 25 et 35 ans, je me rappelle plus. Il est mort subitement au volant de sa voiture en fait en faisant une marche arrière. Donc en fait rotation de la tête et a priori il avait un syndrome d'Eagle et donc voilà, donc là ça a été une grosse compression d'un coup et la personne est morte sur le coup. Voilà, donc il peut y avoir des morts comme ça, mais alors je sais pas, en fait je me dis, en fait là je suis juste en train de vous faire peur, mais bon c'est un cas comme ça, hein, faut pas vous dire faut pas que vous ayez peur de tourner la tête, hein. En général je fais plutôt des vidéos pour vous dire bougez, soyez confiants dans votre corps, mais voilà, là il y avait ça, ce cas-là, voilà, c'est juste pour illustrer, voilà, on s'en fiche un peu. Et sténose de la veine jugulaire interne et syndrome de la traversée thoraco-brachiale. Donc là, je vous ai mis un article, c'est pas forcément pour que vous alliez lire spécialement celui-là, c'est juste pour vous dire que ça, c'est la référence de l'image qui est ici. Il y a plein d'autres articles qui sont très intéressants. Le syndrome du défilé thoracique, c'est une affection causée par la compression des structures neurovasculaires allant au bras par le défilé thoracique supérieur. Il peut être divisé en sous-types, donc on a neurogène, on a artériel, on a veineux. Ah, c'est marrant, comme pour le syndrome d'Eagle. Ça se ressemble un petit peu. Juste pour... voilà, des structures comprimées, donc ça peut être le plexus brachial, l'artère sous-clavière et la veine sous-clavière, ou une combinaison de ces structures. Donc là vous avez l'artère, là vous avez la veine, là vous avez le plexus brachial. Ce que je voulais dire effectivement, c'est que autant quand on parle de compression, on peut avoir les compressions donc nerveuses, donc en général ça se passe dans des canals ou des tunnels ostéofibreux, par exemple canal carpien, donc avec de l'os et du ligament au-dessus. Musculaire quand même beaucoup moins probable, ok.
par contre, on peut avoir des compressions du système vasculaire par les muscles, ok? Donc là, on parle de veines, donc effectivement, on peut avoir, mais voilà, au niveau du membre inférieur, au niveau de l'artère poplitée ou des choses comme ça, on peut avoir des compressions qui sont musculaires sur certaines structures vasculaires, notamment les veines. Mais artères, c'est possible aussi. La sténose des veines jugulaires internes droite et gauche est fréquente chez les patients qui présentent des symptômes neurogènes de syndrome de la traversée de TOS. La sténose de ces vaisseaux survient avec ou sans sténose de la veine sous-clavière. Donc pas forcément c'est pas parce que forcément on a une sténose ici qu'on aura une sténose là et c'est pas, enfin voilà, en gros c'est pas, ça peut survenir qu'on en ait une ici ou pas quoi. Et les patients peuvent bénéficier du traitement de ces sténoses, mais les implications de la sténose jugulaire interne dans le TOS ne sont pas claires et nécessitent une étude approfondie. Donc peut-être que chez les patients, ou peut-être plus tard, je sais pas quand est-ce que ça se fera, ou peut-être que là, franchement, j'ai pas trouvé beaucoup de données, je vous en ai mis 2 ici, mais en gros, voilà, on retrouve des sténoses de la veine jugulaire interne chez les patients qui ont un syndrome de la traversée thoraco-brachiale. Et selon les auteurs, ils pourraient bénéficier du traitement des sténoses ici. Alors, oui, j'ai pas parlé de traitement. J'ai pas parlé de traitement et j'avoue je ferai pas une vidéo je pense sur les traitements. Il y en a plusieurs, hein. Il y a les traitements juste médicamenteux qu'on donne dans les cas où on peut avoir des thromboses. Et on a aussi des traitements chirurgicaux. Alors ça peut être la pose d'endoprothèse, ça peut être juste la résection du processus styloïde, voilà, ça peut être... Il y a plein de choses, mais c'est vrai que j'en ai pas parlé, je sais pas si... Bah, ceux qui arrivent jusqu'ici, dites-moi si ça vous intéresse. Après, pour le coup, je pense pas que je referai une vidéo là-dessus. Une chose, ah oui, pour ceux qui sont jusqu'ici, je me demandais... parce qu'en fait, sur le Discord, avant, je mettais les diapos. Maintenant, j'ai la flemme de les mettre. Donc, je me demandais si je voulais pas créer sur YouTube. En fait, a priori, on peut créer je peux créer un abonnement et en fait, alors, faut que je vois comment ça marche. Et on pourrait créer un espace d'échange. Et du coup, ce que je peux vous proposer, alors, je vais pas, l'abonnement ne sera pas 40 € par mois. Je mettrai un truc, je pense aux alentours de 5 euros. Et je mettrai tous les fichiers, enfin tous les PDF dessus, si c'est possible de mettre des PDF. Comme ça, vous aurez à chaque fois toutes les diapos. Alors, les diapos, de temps en temps, il y a des erreurs il peut y avoir des petites erreurs de traduction, des fautes d'orthographe aussi, forcément. Je ne vais pas m'amuser forcément à faire un truc, voilà, mais je peux vous les donner. Enfin, vous les donner, du coup, vous abonnez. Je vous les mets là-bas. Et s'il y a des vidéos qui nécessitent, par exemple, des petites... si vous voulez des petits trucs en plus, par exemple, si vous me dites, ouais, les traitements, ça m'intéresse, bon, bah, au lieu que je fasse une vidéo sur YouTube qui va intéresser 3 personnes, bon, bah, je vous fais une petite compilation rapide et informelle, et je vous mets ça sur la partie. Voilà. Donc, si je lance un abonnement, ça sera du style 5 euros. Ah non, faut que ça finisse par 99. C'est quoi les prix à la mode en ce moment? Faut que ça finisse par un 8, je sais plus. Bon, en gros, 4,99 € par mois. Et en gros, à chaque fois, je vous donne, enfin, je vous mets dessus tous les PDF. Donc là, par exemple, si je le lance, moi je sais même pas quand est-ce que je le ferai en vrai, mais si je le fais, je vous mettrai tous les PDF depuis que je fais les vidéos sous forme de PDF comme ça. Et on finit avec le même de la vidéo, donc ça fait 2 vidéos que je finis par un même. J'essaie de finir à chaque fois la vidéo comme ça. Mais c'est sûr et certain qu'à la prochaine vidéo, j'ai oublié. Mais de là, au moins, on est à 2 d'affilée. Donc ça, c'est ton téléphone vu par Insta. Voilà, donc on dit, oui, ton téléphone va te détruire. La personne sur son truc, elle a carrément des lunettes pour voir à 90 degrés vers le bas, pour pas avoir à pencher la tête. Alors ça peut être intéressant, pourquoi pas dans son cas, j'en sais rien, j'ai rien lu du tout sur le sujet. Mais dans la plupart des cas, chez 99% de la population, on s'en fout un petit peu. Voilà, alors que ton téléphone, dans la vie réelle, en fait, il veut que ton... Il est gentil. Tu vois, ça se trouve, tu regardes la vidéo sur ton téléphone. Est-ce que c'est pas signe que ton téléphone te veut du bien? Bon bah, je vais m'arrêter là. J'espère que la vidéo vous a plu. Je sais pas du tout combien ça fait de temps que je suis en train de parler. Donc, on va regarder. Moi, j'avais dit entre 20 et 30 minutes, je crois. Et ben, on se dit... je crois qu'on a un peu dépassé, peut-être, non? Bon, on se dit à la prochaine. Salut.